Bonjour à tous. D'abord, merci à vous d'être venus à ce premier rendez-vous des journées des acteurs de la naissance et de la parentalité. Merci à la Boîte Rose de m'avoir invitée. En fait, si je suis ici, c'est pas tout à fait par hasard. 2018 a été une belle année pour l'association professionnelle de sages-femmes et pour la Boîte Rose aussi, je l'espère, parce que il y a eu en gestation et puis finalement un bel accouchement. C'était celui d'un partenariat entre l'association et entre cette société que j'ai grâce à Nelly, qui est donc la directrice des relations institutionnelles et des opérations de la Boîte Rose, Nelly Boisard. Je ne vais pas vous dire que j'ai découvert la Boîte Rose, ce serait mentir. La Boîte Rose, on sait tous ce que c'est, on a tous vu ces boîtes qui étaient distribuées aux parents. Mais la Boîte Rose, je dois vous dire que je l'ai redécouverte. Et je me suis rendu compte par toutes les actions qu'elle menait qu'elle était un acteur essentiel maintenant, un acteur engagé au niveau de la parentalité, certes auprès des femmes et auprès des couples, mais également auprès des professionnels de santé. Alors vous avez entendu tout à l'heure, il y a des groupes de travail qui se sont mis en place, qui sont des groupes de travail, des comités scientifiques de professionnels aguerris, qui réfléchissent à comment rendre le travail de la sage-femme plus facile, plus fluide. Donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais on espère que dans le futur, on aura de belles choses encore à vous présenter. Alors, on m'a demandé de vous présenter un sujet qui correspond à la bientraitance, expérience positive de l'accouchement. Et là, normalement, hop, comme par magie, devrait apparaître la présentation. Vaste sujet. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de vous dire comment il faut faire, mais j'aimerais vous donner quelques petites pistes de réflexion, et puis après, il y aura les ateliers cet après-midi. On finira la fin de journée par, j'espère, des échanges, et peut-être que ça suscitera certaines questions chez vous. Alors, avant de commencer, je dois vous dire que je n'ai pas de lien ni de conflit d'intérêt en lien avec le sujet que l'on m'a demandé de vous traiter. L'expérience positive de l'accouchement, c'est un sujet dont se sont saisis l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la Haute Autorité de santé, l'AHAS, et toutes les deux, elles en ont édité des recommandations. Et puis, il y a également l'Académie nationale de médecine qui, vous allez voir, je vais vous présenter ça, mais sous un autre angle, a étudié un aspect de cette bientraitance, mais en prenant un peu le sujet sous un autre angle, de manière à éditer un rapport. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai lu toute la revue de la littérature, toutes les écrits scientifiques à ce sujet. J'en ai fait une synthèse et c'est ce que je vous propose de vous présenter aujourd'hui. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, elle est partie d'un constat. Elle en a étudié les conséquences. De ces conséquences, elle a tiré, elle en a fait une analyse critique de manière à définir des objectifs pour après pouvoir élaborer pour tous les professionnels de santé des recommandations. Le constat qu'a fait l'OMS, c'est que sur les 140 millions de naissances par an dans le monde, la plupart se font sans aucune complication, ni pour la femme, ni pour l'enfant. Et pourtant, au cours des 20 dernières années, on a noté que la médicalisation autour de la naissance n'a cessé de croître. De plus en plus d'interventions visant à accélérer, à achever, à réguler, à contrôler le processus physiologique de l'accouchement. Ces interventions, elles étaient initialement rares parce que destinées à prévenir, à traiter une complication. Elles sont devenues plus fréquentes parce qu'elles sont destinées dorénavant à prévenir une complication. Ce qui fait que les interventions curatives sont devenues préventives, voire même systématiques. On voit donc qu'il y a de plus en plus de médicalisation autour de la naissance. Or, cette médicalisation et ces interventions ne sont pas sans conséquences, puisqu'elles diminuent la capacité propre des femmes à accoucher. On ancre en elles le fait que nous savons mieux faire qu'elles, puisque nous faisons pour elles. Ces interventions, en outre, influent négativement l'expérience de l'accouchement des femmes, leur vécu. Et c'est bien ça la question d'aujourd'hui. Alors, cette constatation
a amené l'OMS à réaliser une analyse critique de cette situation. Elle se rend compte, le travail, c'est un processus physiologique normal, il pourrait se dérouler la plupart du temps sans complications pour la majorité des femmes, et les interventions systématiques que nous faisons, elles sont potentiellement dangereuses. Ainsi, la sous-directrice générale de l'OMS, qui est le docteur Princess Nothemba Similela, affirme que si le travail progresse normalement et si la femme et l'enfant se portent bien, ils n'ont pas besoin d'interventions supplémentaires pour accélérer le travail. Alors, forte de cette analyse, l'OMS a fixé des objectifs en vue de l'amélioration de la qualité des soins. Ces objectifs s'appuient sur la nécessité de proposer un accompagnement personnalisé à chaque patiente. Pourquoi un accompagnement personnalisé? Parce que chaque patiente a ses propres particularités. Parce que l'accompagnement que nous proposons aux patientes doit pouvoir s'adapter spécifiquement à chaque patiente, puisque chaque travail est unique. Chaque travail progresse à un rythme différent. Ça veut donc dire que le concept de normalité, il n'est ni universel, ni standardisé. Alors, pour servir ces objectifs d'amélioration de la qualité des soins et de personnalisation des soins, l'OMS a édité 56 recommandations. Je ne vais bien sûr pas vous les donner toutes, ce serait beaucoup trop long. Par contre, on va s'intéresser sur les recommandations nouvelles de l'OMS. Alors, l'OMS précise, par exemple, que le partogramme ne permet pas d'identifier correctement les patientes qui sont susceptibles d'avoir un risque accru d'issue défavorable de la grossesse. Ça veut dire que la seule vitesse, la seule analyse, la seule donnée de la vitesse de dilatation ne suffit pas à savoir si nous devons mettre en place de manière systématique des interventions destinées à accélérer le travail ou l'accouchement. Parallèlement, le directeur du département santé reproductive et recherche de l'OMS, c'est M. Jan Anskiu, précise, je cite, que même si une intervention médicale est souhaitée ou nécessaire, la participation des femmes à la prise des décisions relatives aux soins qu'elles reçoivent est importante pour assurer que ces soins remplissent leur objectif d'assurer in fine une expérience positive de l'accouchement. L'OMS reconnaît donc, et ça me semble extrêmement important, que l'expérience positive de l'accouchement est une finalité importante des soins périnataux qui ne peuvent plus dorénavant se limiter à la seule santé physique de la mère ou du nouveau-né. Par ailleurs, l'OMS note que si 830 femmes meurent chaque jour dans le monde des suites de la grossesse ou des complications de leur accouchement, la majorité des décès peuvent être prévenus par des soins de qualité. J'insiste là sur le fait qu'il n'est pas question de remettre, on n'est pas là pour remettre en question la médicalisation, puisqu'elle apporte un réel bénéfice en matière de sécurité sanitaire. Pourtant, certaines femmes sont dissuadées de s'adresser à des services médicaux. Et c'est là qu'il faut qu'on se pose des questions sur nos pratiques, parce qu'elles ont des soins qui sont vécus comme irrespectueux, voire même comme sans considération pour leur dignité, ce qui, en soi, constitue une violation des droits de l'homme. Les soignants doivent être bienveillants, respectueux, à l'écoute des patientes, même lorsqu'il s'agit de savoir qui sera présent le jour de l'accouchement. J'insiste sur ça, et pour vous donner un exemple, je travaille dans une grosse maternité à l'hôpital Trousseau, où au début on disait qu'il n'y a que le père qui a le droit de rentrer en salle de naissance. Maintenant on dit oh, il y a le père, il n'y a qu'une personne. Si ce n'est pas le père, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais si la patiente elle veut que ce soit quelqu'un jusqu'à 13h et à partir de 13h quelqu'un d'autre, il y a plein d'équipes qui le refusent. Ensuite de couche ne peut rester dormir que le deuxième parent. Alors, je m'interroge sur le fait que qui sommes-nous pour pouvoir imposer ça aux femmes si elles pensent que c'est quelqu'un d'autre qui serait plus aidant. En juillet 2017, il y a une revue de la littérature qui a été publiée sur le site de la Cochrane. Cette revue de la littérature, elle regroupe 26 études issues de 17 pays différents qui a analysé plus de 15 000 parturientes. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette revue de la littérature? Elle a permis de montrer que les femmes qui bénéficient d'un soutien continu pendant le travail, elles sont plus susceptibles d'accoucher spontanément, elles ont moins recours à des antalgiques, elles souffrent moins de troubles dépressifs du postpartum, elles ont un meilleur vécu de l'accouchement et leurs enfants ont globalement un score d'Apgar supérieur. Et ce soutien continu
n'a par ailleurs montré aucun effet délétère. L'OMS résume ainsi les recommandations dans une brochure que je vous montre et qui est destinée à tous les soignants, mais également à tous les décideurs politiques en matière de santé nationale et de santé locale. Toutes les femmes ont le droit de vivre positivement la naissance de leur enfant, ce qui suppose le respect de la dignité, la compagnie de la personne de leur choix, une communication claire avec le personnel de la maternité, des options pour soulager la douleur et la possibilité de bouger pendant le travail et de choisir la position d'accouchement. C'est donc en ayant une approche holistique de la patiente que nous obtiendrons les meilleures issues possibles, tant sur les plans physiques, affectifs que psychologiques. Alors la HAS, elle aussi s'est saisie de cette question. En fait, elle a été saisie par le CIAN, le collectif interassociatif autour de la naissance, par le Collège national des gynécologues obstétriciens de France, par le Collège national des sages-femmes, par la Société française de maïeutique, par la Coordination française pour l'allaitement maternel et par la Société française de réanimation, d'anesthésie et de réanimation. Eh bien, la HAS s'est donc emparée de ce sujet. Elle a fait un constat en fait assez similaire au constat de l'OMS, mais par contre, cette fois-ci, c'était à l'échelle nationale. Tiens, donc, ce que disait l'OMS pour tout le monde, ben, c'est aussi vrai en France. Elle fait le constat que sur les 800 000 naissances qui ont lieu en France chaque année, la plupart se déroulent sans complications, alors que la médicalisation des naissances est croissante, même concernant les grossesses dites à bas risque obstétrical, et au détriment parfois des préférences des femmes et des couples. Alors, parallèlement, la libéralisation de la parole de la femme a permis de montrer que les femmes souhaitent de plus en plus bénéficier d'une prise en charge respectueuse de la physiologie de la naissance. Ce constat a donc amené la HAS à élaborer pour la première fois des recommandations de bonnes pratiques concernant l'accompagnement de la physiologie et les interventions médicales des patientes dites à bas risque obstétrical. Alors, ces recommandations, elles ont pour objectif de définir pour les femmes à bas risque obstétrical les modalités de prise en charge respectueuses du rythme et du déroulement spontané de la naissance et des préférences des femmes, mais aussi d'améliorer et de garantir la qualité et la sécurité de la mère et du nouveau-né. Nous allons passer en revue l'essentiel des recommandations de la HAS concernant donc les patientes à bas risque obstétrical, en les détaillant selon les différents stades du travail, puisqu'il s'agit là de recommandations pour le travail. La première phase, c'est la phase de dilatation, des premières contractions à la dilatation complète. Puis après, nous verrons la phase de descente et d'expulsion, de la dilatation complète à la naissance de l'enfant. Nous verrons ensuite la délivrance, et puis après, ce que l'HAS nous dit concernant l'accueil du nouveau-né. Alors, concernant la première phase du travail, la HAS recommande de favoriser les changements de position afin d'améliorer le confort et de réduire les complications neurologiques posturales. Le soutien continu, quant à lui, individuel et personnalisé, doit se faire selon le choix de la parturiente. L'apport hydrique, en cas de faible risque d'anesthésie générale, est autorisé sans limitation de volume. Toujours dans le cas du bas risque, l'intervention active, qu'il s'agisse de l'amyotomie de première intention ou de l'administration veineuse d'oxytocine de deuxième intention, elle est envisagée lorsque la dilatation est inférieure à 1 cm toutes les 4 heures, entre 5 et 7 cm de dilatation, et lorsqu'elle est inférieure à 1 cm toutes les 2 heures, au-delà de 7 cm de dilatation. Concernant la phase de latence, je souhaite vous préciser qu'en fait, la HAS ne précise rien, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de données dans la littérature pour définir ce que c'est la période de latence et combien de temps elle dure. Ce que l'on sait, c'est que c'est surtout très, très, très variable d'une patiente à une autre. Concernant la surveillance fœtale, le choix, là encore, doit être laissé à la parturiente. Il existe l'auscultation intermittente qui correspond à l'enregistrement par Doppler du rythme cardiaque fœtal pendant 1 minute, toutes les 15 minutes, pendant et après la contraction, mais ce mode de surveillance fœtale nécessite la présence d'une sage-femme par parturiente. Et si ce n'est pas le cas, ou si la patiente le préfère, l'autre option, c'est l'enregistrement continu du rythme cardiaque fœtal à l'aide d'un monitoring. La gestion de la douleur fait aussi partie des
des préoccupations de la HAS. Évaluer la douleur est recommandé à l'échelle d'outils qui sont soit l'échelle visuelle analogique que je vous présente ici, soit l'échelle numérique simple qui consiste à coder la douleur entre 0 et 10. Concernant cette gestion de la douleur, il existe des prises en charge médicamenteuses et des prises en charge non médicamenteuses, toujours selon le souhait de la patiente. La HAS propose que soient proposées aux parturientes des prises en charge non médicamenteuses si c'est son souhait. Alors il s'agit de l'immersion, l'hypnose, la relaxation, les massages, la sophrologie. Mais si la patiente le souhaite, bien sûr, elle doit pouvoir avoir recours à l'analgésie péridurale à faible dose afin de limiter le bloc sensitivomoteur. Et cette péridurale, la HAS précise qu'il n'y a pas de limite de dilatation exigée pour pouvoir poser cette péridurale. À partir du moment où la patiente a engagé son travail, on n'attend pas 3, 4 ou 5 cm pour lui poser son analgésie péridurale. Si à 2 doigts, on sait qu'elle est en travail et qu'elle la souhaite déjà. En revanche, la HAS précise aussi qu'il doit y avoir une possibilité au recours à la rachianesthésie en cas de dilatation cervicale très avancée, de manière à permettre une analgésie rapide et efficace. La HAS précise que l'analgésie péridurale est la méthode la plus sûre, la plus efficace, qu'elle n'augmente pas le risque d'extraction ni de césarienne et qu'elle ne présente pas d'effets secondaires sur le fœtus ou sur le nouveau-né. Le remplissage préventif n'est pas recommandé. L'entretien d'analgésie péridurale est recommandé à l'aide d'une PCEA, Patient Controlled Epidural Analgesia, que je vous ai présentée juste en bas. L'HAS reconnaît aussi les alternatives médicales à l'analgésie péridurale, que sont le mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote, le MEOPA, mais également les opiacés, la nalbuphine, le Nubin, ou encore le bloc honteux. Pour la gestion de la deuxième phase du travail, il est recommandé, de la même manière que pour le premier stade, d'encourager la femme à exprimer ses besoins en matière de mobilisation, en matière d'accompagnement et de gestion de la douleur. La surveillance fœtale, de la même manière, au choix de la patiente, la seule chose, c'est qu'à dilatation complète, l'auscultation intermittente, elle devient de 1 minute toutes les 5 minutes pendant et après la contraction. Donc là aussi, vous voyez que ça nécessite vraiment la présence d'une sage-femme par parturiente. À dilatation complète, la rupture artificielle des membranes, elle est possible, mais elle ne doit pas être systématique. Il est recommandé d'utiliser une perfusion de syntocinon si la préhentation céphalique est toujours au-dessus du D3 supérieur au bout de 2 heures à la dilatation complète, si les contractions utérines sont jugées insuffisantes par la sage-femme, ou encore si la patiente n'exprime pas le besoin de pousser. Et il est aussi, bien sûr, recommandé de prévenir l'obstétricien de garde si au bout de 2 heures à dilatation complète, la présentation fœtale n'est toujours pas engagée dans le bassin de la mère. Il n'est pas recommandé, en revanche, de réaliser d'échographie pour déterminer la variété de la présentation. Et si jamais on a une deuxième phase du travail prolongée et qu'on se rend compte qu'on a une variété postérieure, la rotation manuelle peut être envisagée, mais là encore, elle n'est pas systématique. Lorsque débutent enfin les efforts expulsifs, il n'y a pas de technique recommandée. L'expire, inspirer, bloquer, pousser, la poussée sur l'expire. La HAS précise que la technique doit incomber à la patiente, qui doit choisir elle-même la technique qui lui semble la plus efficace. Alors bien sûr, l'expression utérine est proscrite. Aucune situation médicale ne justifie de manière systématique la réalisation d'une épisiotomie, que ce soit la primiparité, l'antécédent de déchirure périnéale sévère ou l'extraction instrumentale. En revanche, cette épisiotomie peut être réalisée selon l'expertise de l'accoucheur et elle doit toujours alors être médiolatérale. Enfin, il n'y a pas d'études suffisantes pour recommander une technique d'accouchement plus qu'une autre. Mettons les mains, retient-on la tête ou pas. Pas de données suffisantes. On peut quand même noter qu'en France, où la technique du contrôle de la tête fœtale est largement utilisée, on observe un moindre taux de déchirure périnéale sévère par rapport aux pays qui ont plus souvent recours à la technique du hands-off.
Alors de même, il n'y a pas de technique suffisante pour recommander le mouvement de restitution de la tête fœtale, l'utilisation de compresses chaudes, le massage périnéal. Je ne dis pas que c'est inefficace, on dit simplement qu'il n'y a pas encore de données suffisantes et que probablement que des études seraient nécessaires, en tous les cas intéressantes, pour savoir si effectivement ces techniques ont un niveau de preuve scientifique ou pas. Et la manœuvre de Röntgen, qui consiste à aller chercher le menton à travers le périnée de la mère, n'a pas montré d'intérêt, en tous les cas, en ce qui concerne la prévention des déchirures périnéales. Alors, concernant la troisième phase du travail, les recommandations de la HAS, en fait, sont complètement extraites des recommandations du Collège national des gynécologues obstétriciens de France. C'est pour ça que je vous ai mis aussi leur logo. Ils préconisent une délivrance dirigée, donc c'est le recours à l'utilisation à l'injection de 5 à 10 unités d'oxytocine en intraveineux, lent ou en intramusculaire, au moment du passage des épaules ou juste après la naissance. Eh bien, pourquoi ? Parce que cette injection, elle a montré, y compris chez les patientes à bas risque obstétrical, qu'il y avait une diminution de moitié du risque d'hémorragie du postpartum, une baisse du risque de transfusion, ainsi qu'une diminution de la durée de la délivrance. En revanche, il n'est pas recommandé de réaliser une perfusion d'entretien de manière systématique. Mais là encore, elle peut être réalisée au jugement de la personne qui s'occupera de la patiente. En cas d'analgésie, de l'absence d'analgésie préalable, il est bien sûr recommandé de faire poser une rachianesthésie avant tout geste endo-utérin, parce qu'au-delà d'une demi-heure et avant 1 heure après la sortie du bébé, en cas d'absence de délivrance, il est recommandé de réaliser une délivrance artificielle. Et un petit mot concernant le sac de recueil de sang qui se fera à la discrétion de l'équipe. Alors, concernant maintenant l'accueil du nouveau-né, eh bien, la HAS précise d'abord que tout professionnel susceptible d'accompagner une femme pendant le travail devrait suivre régulièrement des formations aux premiers gestes de réanimation d'un nouveau-né. En cas de bonne adaptation à la vie extra-utérine, il est recommandé de différer d'au moins 1 heure les gestes de routine que sont la pesée, l'examen, la mesure, la prise de température, etc. Afin de permettre un bon attachement mère-enfant, le contact physique en peau à peau est recommandé, en veillant bien sûr à ce que le visage du nouveau-né, et notamment ses narines, soit dégagé. Le clampage retardé du cordon est préconisé toujours en cas de bonne adaptation à la vie extra-utérine, que ce soit chez un nouveau-né à terme, où il est recommandé de clamper le cordon au-delà de 1 minute, ou que ce soit chez un enfant prématuré, où il est recommandé de différer le clampage au bout de 30 secondes. L'aspiration oropharyngée ne doit pas être systématique, de même que la vérification de la perméabilité des coanes. Le dépistage de l'atrésie de l'œsophage, quant à lui, est envisagé en cas de signes cliniques évocateurs. Enfin, la désinfection oculaire n'est pas systématique, contrairement à l'administration de la vitamine K1 en prévention de la maladie hémorragique des nouveau-nés. Toujours dans le respect du choix de la femme, une première mise au sein doit être encouragée et accompagnée, si donc c'est son choix, et tous les soins au nouveau-né doivent être entrepris après le recueil du consentement des parents. Ça veut dire consentement éclairé, ça veut dire d'abord une information, ensuite un recueil de consentement, et en la présence des parents. Alors, l'Académie nationale de médecine, elle s'est aussi emparée de la préoccupation du vécu positif de l'accouchement, mais sous un autre angle. Elle s'est interrogée sur les violences obstétricales. En fait, qu'a-t-on fait pour en arriver là ? Depuis l'été 2017, tous les médias s'emparent de ce geste qui dénote d'une certaine violence pour les femmes, qui, on doit le dire quand même en tant que professionnel de santé, c'était aussi assez violent pour nous de reconnaître ça parce qu'on n'avait pas l'impression de mal faire pour les patientes. Alors, pourquoi en est-on arrivé là ? L'Académie nationale de médecine a noté que, bien que les pratiques des professionnels de santé aient évolué favorablement, ayant permis d'améliorer la sécurité des soins, dont la baisse de la morbimortalité en est un témoignage. Des critiques donc virulentes sont apparues relayées par la presse sous le terme de violence obstétricale. Et ces critiques, elles ont remis en cause le lien de confiance nécessaire à un vécu serein de la naissance
et à la réalisation de soins de qualité. Alors, dans un objectif d'apaisement mutuel, d'amélioration des prises en charge périnatales et par là même d'amélioration du vécu des femmes, l'Académie nationale de médecine a édité un rapport. Après avoir défini ce que sont que les violences obstétricales, elle a cherché à comprendre pourquoi tout ce qui s'est joué en fait depuis plusieurs années autour de la prise en charge obstétricale des femmes et autour de l'évolution des soins qui lui sont portés, afin de comprendre en fait in fine ce qui a induit l'émergence de ce concept de violence obstétricale. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça dans son rapport ? Parce que, in fine, ce qu'elle souhaitait, l'Académie nationale de médecine, c'était proposer aux professionnels de santé des axes d'amélioration qui sont compatibles avec la réalité du terrain. Il convient donc en premier lieu de définir ce que sont que les violences obstétricales. Sont regroupés sous ce terme tous les actes médicaux, les postures ou les interventions qui sont réalisées soit de manière non appropriée, soit de manière non consentie. Ça veut dire que les violences obstétricales, elles sont donc non seulement les actes médicaux non conformes aux recommandations pour la pratique clinique, mais elles sont aussi tous les actes médicalement justifiés, certes, mais qui sont réalisés sans information préalable, sans consentement, avec une apparente brutalité ou sans respect de la dignité, de la pudeur ou de l'intimité de la femme. Alors, pourquoi et comment ces critiques sont-elles apparues ? Du côté des soignants, eh bien, on note la pratique d'une obstétrique de plus en plus sécuritaire et de plus en plus interventionniste, liée au contexte sociétal actuel où le poids du médico-légal est croissant. Et cette tendance est également renforcée par l'âge moyen des patientes qui ne cesse d'augmenter et avec lui, le taux de PMA. Et avec le taux de PMA, le taux de grossesse multiple, et avec le taux de grossesse multiple, le risque de complications et le taux de complications. Alors de même, depuis 1976, il y a 3 décrets de périnatalité qui sont parus, donc c'était 1976, 2000 et 2007, qui avaient pour objectif d'augmenter la sécurité des soins en réduisant la mortalité maternelle et néonatale et de favoriser l'accès à l'analgésie obstétricale. C'était les seuls objectifs de ces décrets. Ces objectifs fixés, ils ont été atteints, puis ils ont été même dépassés, dis donc. Mais cette amélioration de la sécurité des soins, elle a été obtenue au prix d'une médicalisation croissante de l'accouchement. Le problème, c'est que les pratiques, entre autres, médicales, elles ne sont pas homogènes. Force est de constater qu'il existe entre les maternités, et malgré les nombreuses recommandations des différentes sociétés savantes opposables aux praticiens, qu'il existe une forte disparité concernant les pratiques professionnelles et l'accès à l'analgésie péridurale des patientes. Or, ces disparités qu'aucun argument médical ne saurait justifier sont source de mécontentement des femmes. Alors parallèlement, le paysage des maternités françaises a considérablement évolué. Les politiques de santé qui sont menées depuis plusieurs années par nos gouvernements respectifs et successifs ont engendré la fermeture de nombreuses maternités. Alors il y a quand même un chiffre qui est assez édifiant. En 1975, il y avait 1369 maternités en France. Aujourd'hui, il en reste 517. Les maternités qui ont fermé sont principalement des maternités qui faisaient moins de 500 accouchements, mais pas seulement. Et en outre, le nombre d'accouchements par an a diminué dans les maternités de niveau 1 et a augmenté dans la maternité de niveau 2 et de niveau 3. Cela a donc engendré plus de médicalisation et on comprend bien, ça ne facilite pas l'humanisation des soins. Et puis alors, parmi les maternités rescapées, qui réalisent aujourd'hui donc de plus en plus d'accouchements, ces maternités, elles ont dû composer avec des réglementations du temps de travail qui ont été imposées. La loi 2037 du 19 janvier 2000, dite la loi Aubry II, qui a fixé le temps de travail hebdomadaire à 35 heures. Ou encore la circulaire DHOS 2003-219 du 6 mai 2003, qui a précisé les modalités du temps de travail pour les praticiens hospitaliers. Ces réglementations, elles ont, on s'en est tous rendu compte, eu un impact négatif sur la continuité des soins, rendant plus difficile pour les femmes le vécu positif de leur maternité. Et puis, du côté des patientes, on note la libéralisation de la parole grâce à l'émancipation de la femme tout au cours du XXe siècle, l'accès au droit de vote, à la contraception, à l'IVG.
On note aussi une évolution de l'image du corps, mon corps m'appartient, de l'image du sexe féminin, qui au début du XXe siècle était considéré uniquement comme un organe reproducteur et qui prend aujourd'hui toute sa place comme un organe du plaisir, avec peut-être en plus une certaine violence sociétale qui peut-être aujourd'hui est faite aux femmes. Alors on en revient, il y a des mouvements qui luttent contre ça, mais qui imposent en tous les cas aux patientes un périnée esthétique, qui ne doit pas avoir de poils, qui ne doit pas avoir de cicatrices. Tout ça, forcément, ça joue aussi en jeu quand elles ont une épisiotomie, un vécu négatif de l'accouchement. Et puis, il y a aussi autre chose qui a considérablement fait évoluer la libéralisation de la parole, qui a permis, c'est la loi Kouchner du 4 mars 2002, qui précise, je vous cite, que toute personne a le droit à sa demande, à une information. Et toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qui lui sont fournies, les décisions concernant sa santé. Ainsi, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Alors, la médicalisation, dois-je dire surmédicalisation ? La médicalisation, en tous les cas, de l'accouchement à des fins sécuritaires et l'humanisation des soins rendus plus difficiles dans le contexte actuel ont provoqué un mécontentement des femmes que la libéralisation de la parole des usagers a permis donc de mettre en exergue. L'Académie nationale de médecine répond à cette problématique en proposant plusieurs axes d'amélioration. Elle propose d'améliorer la formation initiale et continue des soignants à l'information et au respect de l'autonomie des femmes enceintes. Elle propose de respecter la réalisation de l'entretien prénatal précoce du 4e mois afin de promouvoir l'élaboration d'un projet de naissance et de proposer des prises en charge adaptées à la situation médicale et aux attentes de chaque couple. Elle propose d'inciter les maternités à mettre en pratique leurs pratiques en conformité avec les différentes recommandations des différentes sociétés savantes. Elle propose d'optimiser la prise en charge de la douleur en obstétrique par un accompagnement et un suivi spécifique figurant dans la charte d'établissement. Elle propose d'établir et de respecter les normes des effectifs des personnels en salle de naissance. Ce qu'on a vu tout à l'heure, pour pouvoir proposer des choses aux patientes, encore faut-il être assez nombreux pour le faire. Et elle propose d'évaluer les résultats des différentes maternités en continu et de le rendre accessible au public. Alors pour conclure, eh bien, il ressort des recommandations de l'OMS, de celles de la HAS et du rapport de l'Académie nationale de médecine concernant la bientraitance en obstétrique que la forte médicalisation actuelle des naissances est un véritable atout en matière de sécurité des soins. Il n'est pas du tout question de remettre cela en question. Cependant, cette médicalisation, souvent imposée par le corps médical et malheureusement hétérogène sur le territoire français, crée un sentiment de mécontentement auprès des femmes. Afin que la femme ne subisse pas les soins et qu'elle puisse vivre une expérience positive de l'accouchement, il est indispensable d'élaborer son plan de soins en s'appuyant sur les recommandations des sociétés savantes, mais de les élaborer également avec la patiente, en les adaptant à ses propres besoins, à ses propres particularités, parce que l'adhésion de la patiente aux soins qui lui sont prodigués est en effet la clé de la bienveillance en obstétrique, élément indispensable pour obtenir la satisfaction des patientes et de permettre aux femmes de vivre une expérience positive de l'accouchement. Je vous remercie de votre attention.